Pendant des années, certaines des universités les plus prestigieuses des États-Unis ont été considérées comme des symboles de mérite, d'excellence et de réussite. Mais en 2019, un scandale va révéler une réalité beaucoup plus sombre. Derrière les dossiers parfaits, les parcours d'exception et les admissions tant convoitées, certains parents fortunés auraient trouvé un moyen de contourner les règles grâce à un système de fraude élaboré. Des millions de dollars auraient été versés pour falsifier des examens, créer de faux profils sportifs et acheter des places dans des établissements comme Yale, Stanford ou l'Université de Californie du Sud. Parmi les personnes impliquées, des chefs d'entreprise, des entraîneurs universitaires, mais aussi deux actrices mondialement connues, Lori Loughlin, star de La Fête à la Maison, et Felicity Huffman, célèbre pour son rôle de Lynette Scavo dans Desperate Housewives. Comment une telle machination a-t-elle pu fonctionner pendant des années? Jusqu'où ces familles étaient-elles prêtes à aller pour garantir l'avenir de leurs enfants? Et surtout, pourquoi cette affaire a-t-elle profondément ébranlé le système universitaire américain? Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque dans le scandale Varsity Blues qui a révélé comment certains pensaient pouvoir acheter leur place parmi l'élite. Mais avant de démarrer cette vidéo, je tiens à vous présenter mon fidèle sponsor de cœur, CyberGhost VPN. Bon, je pense que CyberGhost VPN, maintenant vous le connaissez, hein, c'est la famille. Mais au cas où vous vous interrogeriez encore sur l'utilisation d'un VPN, laissez-moi vous expliquer en quoi c'est indispensable. Lorsque vous vous connectez à un Wi-Fi public, que ce soit dans un café, dans un hôtel, en voyage, peu importe, sachez que vous prenez systématiquement le risque de vous faire pirater vos données. Et le système d'un VPN, c'est justement de créer un espèce de tunnel privé et sécurisé, de masquer votre adresse IP. De ce fait, vous devenez invisible aux yeux des pirates, hackers. Également, ça vous protège des sites malveillants, donc vos coordonnées bancaires, vos mots de passe, tout est protégé. Ça, c'est pour la partie technique sécurité. Mais vous avez également un autre aspect qui est assez sympa, c'est que vous pouvez débloquer du contenu géo-restreint. Il vous suffit juste en 2-3 clics, hein, c'est vraiment pas compliqué la manipulation, de vous connecter à un autre pays, de sélectionner la plateforme de streaming à laquelle vous souhaitez avoir accès. Donc imaginons Netflix, et bah là vous avez du coup le Netflix de ce pays, en sachant que du coup il y a des programmes que vous n'avez pas forcément en France. Sachez aussi qu'avec un seul abonnement, vous pouvez couvrir jusqu'à 7 appareils, de quoi donc protéger tous vos appareils et même d'en faire profiter vos proches. En plus de ça, CyberGhost est compatible avec tous les systèmes d'exploitation, donc Android, Mac, iOS, console de jeu, je vous mets la liste à l'écran. Donc, je vous invite à tester avec le lien que je vous mets en barre d'infos. Sachez que vous aurez grâce à ce lien accès à l'offre de 83% de réduction ainsi que de 4 mois en plus offerts. Donc en fait, l'abonnement vous revient à environ 2 € par mois, ce qui est dérisoire. Vous avez en plus accès à une assistance disponible 24 heures sur 24 et en français si jamais il y avait le moindre pépin. Et vous avez également 45 jours satisfaits ou remboursés. Donc vraiment, vous ne risquez rien du tout à au moins tester CyberGhost. Moi, ça fait combien de temps maintenant que je l'ai? 4 ans? Plus de 4 ans, ouais. Le temps passe très vite. Je n'ai jamais eu besoin d'aller voir ailleurs. Et c'est parti donc avec notre affaire du jour. Alors aujourd'hui, cette histoire. Parlons déjà de Lori Loughlin. Je vous la représente. Actrice productrice, connue surtout pour son rôle de Rebecca, tante Becky, Katsopolis, dans la série La Fête à la Maison, et sa suite sur Netflix, La Fête à la Maison 20 ans après. Après avoir épousé Mossimo Giannulli en 97, le couple a 2 filles, Isabella Rose, née en 98, et Olivia Jade, née en 99. Pendant des années, Lori Loughlin semble avoir tout pour être heureuse, une carrière florissante, un mariage solide et 2 filles auxquelles elle est très attachée. Mais en mars 2019, un coup de fil du FBI va faire voler cette vie parfaite en éclats. Alors qu'est-ce qui se passe?
passe? Eh bien, elle figure parmi les personnalités mises en cause dans un vaste scandale d'admission universitaire baptisé Opération Varsity Blues. Plus de 50 personnes, parmi lesquelles des parents fortunés, des entraîneurs universitaires et des responsables d'examen, sont accusés d'avoir participé à un système de corruption destiné à faire admettre des étudiants dans les universités les plus prestigieuses des États-Unis. Pour Lori, les conséquences sont immédiates. Quelques heures seulement après l'annonce des poursuites, on a Hallmark Channel qui met fin à sa collaboration avec Lori, qui était l'un des visages les plus populaires de la chaîne. Donc déjà, ça s'est fait. Et au cœur donc de ce scandale de fraude à l'université, enfin de fraude d'entrée à l'université plutôt, on a un monsieur qui s'appelle William Rick Singer. Qui est-il? Ancien conseiller en admission universitaire, il s'était spécialisé dans l'accompagnement des familles souhaitant intégrer les universités les plus prestigieuses des États-Unis. Au fil des ans, il s'est construit une réputation auprès d'une clientèle fortunée, jusqu'à proposer un service bien plus controversé, une porte dérobée permettant, selon les enquêteurs, de contourner le système d'admission grâce à la corruption et à la fraude, rien que ça. Et pour mettre en place ce stratagème, il se servait de deux de ces structures, à savoir la Edge College and Career Network LLC, avec mon superbe accent, surnommée The Key, qui était une entreprise privée de conseil et de préparation aux études supérieures. Et l'autre structure, toujours à ce monsieur, c'est la Key Worldwide Foundation, la KWF, qui est donc une organisation à but non lucratif qu'il avait créée en la présentant comme une œuvre caritative. Et tout ça, donc, ça va servir à mener son petit business. Bon, alors lui, en mars 2019, il est inculpé de complot en vue de commettre une extorsion, racket en anglais, de complot en vue de blanchir de l'argent et d'entrave à la justice. Selon l'acte d'accusation, entre 2011 et février 2019, au moment où le scandale éclate, il aurait orchestré un système impliquant des dizaines de parents, d'entraîneurs sportifs universitaires et d'autres intermédiaires pour recourir à la corruption et à d'autres formes de fraude afin d'obtenir l'admission d'étudiants dans diverses universités prestigieuses. Et selon les enquêteurs, le système reposait sur trois mécanismes principaux. D'abord, la fraude aux examens d'entrée à l'université. Ensuite, la corruption d'entraîneurs sportifs afin de créer de faux recrutements universitaires. Et enfin, l'utilisation de la fondation KWF pour dissimuler l'origine des paiements. Alors, selon les documents d'inculpation, l'un des volets du stratagème mis en place par ce William Singer concernait les examens d'entrée à l'université, les SAT et les ACT. C'est le nom des examens d'entrée aux États-Unis. Et donc, pour aider ses clients à obtenir de meilleurs résultats, ce William Singer leur conseillait d'abord de demander des aménagements spécifiques pour leurs enfants, aux examens, notamment un temps d'épreuve supplémentaire. Et selon toujours les enquêteurs, certains parents auraient alors fourni de faux diagnostics de troubles de l'apprentissage afin d'obtenir les justificatifs médicaux nécessaires à ces demandes. Une fois ces aménagements accordés, Singer orientait les familles vers deux centres d'examen précis, un lycée public situé à Houston au Texas et une école préparatoire privée à West Hollywood en Californie. Et dans ces établissements, il avait noué des relations avec des responsables des examens, notamment Nikki Williams et Igor Dvorsky, dont j'ai certainement détruit le nom, qui auraient accepté des pots de vin pouvant atteindre 10 000 $ par épreuve afin de faciliter la fraude. Donc voilà, il soudoyait des gens dans ces établissements-là pour mener sa petite affaire. Donc concrètement, une tierce personne, généralement Mark Riddle, un conseiller scolaire impliqué dans le système, pouvait passer l'examen à la place de l'étudiant, lui communiquer les bonnes réponses pendant l'épreuve ou encore modifier ses réponses après la fin du test. Il y avait trois choix. Singer aurait versé environ 10 000 $ à ce Mark Riddle pour chaque examen truqué, tandis que les familles clientes payaient entre 15 000 et 75 000 $ par épreuve. Et précisons quand même que, apparemment, certains enfants n'étaient pas au courant des magouilles de leurs parents avec ce bonhomme. Ils ne savaient pas en fait que leurs parents faisaient ça dans leur dos. Mais la fraude ne se limitait pas aux examens d'entrée. Le cœur du système imaginé par William Singer reposait sur une autre
autre méthode. Et alors là, c'est génial. Faire passer des étudiants sans véritable expérience sportive pour des recrues universitaires afin de faciliter leur admission dans des établissements prestigieux. Quand on sait à quel point le sport, c'est hyper important en fait pour les étudiants, parce que ça leur permet effectivement d'avoir un meilleur dossier, bon, là, c'est dégueulasse. Selon les enquêteurs, des parents auraient versé environ 25 millions de dollars à William Singer pour corrompre des entraîneurs et des responsables universitaires, et en échange, ces derniers désignaient leurs enfants comme de prétendus athlètes recrutés, leur permettant d'intégrer des universités d'élite comme Yale, Stanford, Georgetown ou l'Université de Californie du Sud, alors même qu'ils ne possédaient pas forcément les compétences sportives nécessaires. Encore une fois, une pensée à tous les gamins qui se sont cassés le popotin, pour rester poli, en sport, en études, en tout, et qui se retrouvent en compète avec des étudiants dont les parents sont prêts à payer alors que les gamins n'ont jamais touché un ballon, ou enfin... Bref. Singer présentait donc ce système à ses clients comme une porte dérobée vers les grandes universités américaines. Les familles, comment elles le payaient? Alors justement, elles versaient l'argent sous couvert de dons à sa Key Worldwide Foundation, là, sa KWF. Puis William Singer y redistribuait une partie des fonds à des programmes sportifs ou directement aux entraîneurs impliqués dans son système. Lors d'une conversation avec un parent, Singer résumait lui-même son activité. Je le cite: ce que nous faisons, c'est aider les familles les plus fortunées des États-Unis à faire admettre leurs enfants à l'université. Mes clients veulent une garantie. Si vous me dites « voici nos notes, nos résultats aux examens, nos capacités et l'université que nous visons », alors je m'adresserai à ces établissements pour tenter d'obtenir une garantie d'admission. Et pour rendre cette fraude crédible, William Singer demandait ensuite aux employés de The Key et de la KWF, ces structures à lui, de créer de faux profils sportifs pour les candidats. Ces dossiers pouvaient contenir de fausses distinctions, de prétendues participations à des équipes d'élite ou encore des photos truquées montrant les étudiants en train de pratiquer un sport. Carrément quoi, ils photoshopaient des trucs. Dans certains cas, des parents auraient même fourni des images mises en scène de leurs enfants utilisant un rameur ou pratiquant des activités sportives qu'ils ne maîtrisaient pas réellement afin de renforcer l'illusion d'un parcours d'athlète. Dès 2013, William Singer demandait donc aux parents de payer donc les pots de vin en versant des sommes, genre des dons à sa fondation. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais c'est pas tout. Une fois qu'ils avaient donc versé leur argent à la fondation, ils recevaient une lettre de remerciement attestant de leur contribution, ce qui permettait à certaines de ces familles de déclarer ces paiements comme des dons à des organismes, ce qui permettait à ces familles de déclarer ces paiements comme des dons à des organisations caritatives afin de bénéficier d'avantages fiscaux, tant qu'à faire. Selon les enquêteurs, ces fonds n'étaient toutefois pas utilisés à des fins philanthropiques. Une partie servait à rémunérer les entraîneurs universitaires corrompus et à financer l'ensemble du système frauduleux. Voilà, comme je vous disais, il fallait bien payer tout ce beau monde. Alors, les poursuites sont loin d'être symboliques. Selon les chefs d'accusation retenus, les personnes impliquées risquaient jusqu'à 20 ans de prison pour certaines infractions, 10 ans pour l'entrave à la justice et 5 ans pour la fraude envers les États-Unis. Elle s'exposait également à des amendes pouvant atteindre 500 000 $, voire davantage selon les cas. Et au final, c'est un juge fédéral qui a déterminé la peine de chacun. Alors William Singer, il aurait perçu 25 millions de dollars, quand même, de la part de parents depuis 2011. Il a plaidé coupable d'association de malfaiteurs, de blanchiment d'argent, de fraude et d'entrave à la justice. Il a donc coopéré avec les enquêteurs pour aider à constituer les dossiers contre les autres personnes inculpées, tant qu'à faire, il a balancé. Et parmi les dizaines de parents impliqués dans cette vaste fraude, certains noms sont donc rapidement devenus emblématiques de l'affaire, ce qui était notamment le cas de Lori Loughlin et Felicity Huffman. Alors concernant Lori et son mari, le créateur de mode Massimo Giannulli, lui aussi comme il est connu. La plainte pénale rendue publique le 12 mars
allègue que Lori et son mari ont versé des pots de vin s'élevant à 500 000 $ en échange de la désignation de leurs 2 filles comme recrues pour l'équipe d'aviron de l'Université de Californie du Sud. Or, les 2 filles du couple, donc Isabella et Olivia, n'avaient jamais pratiqué l'aviron, que ce soit en compétition ou autrement, selon la plainte. Mais rien n'indique non plus que les filles de Lori et de Mossimo n'étaient au courant de ce que leurs parents avaient fait. Alors de son côté, Felicity Huffman, elle a également connu une importante chute médiatique. Son interprétation de Lynette Scavo dans Desperate Housewives lui avait valu un Emmy Award en 2005, ainsi qu'une reconnaissance internationale. Avant le scandale de 2019, elle était considérée comme une actrice respectée à Hollywood, avec l'image d'une comédienne talentueuse et engagée. Voilà, du coup, ça la fout mal. Mais contrairement à Lori Loughlin, Felicity Huffman a rapidement choisi de reconnaître sa responsabilité. Le 13 mai 2019, elle a plaidé coupable après avoir admis avoir versé 15 000 $ à un intermédiaire afin que les réponses de sa fille au SAT soient corrigées après l'examen. Lors de son audience de détermination de la peine le 13 septembre 2019, Felicity Huffman a présenté ses excuses pour ses actes, déclarant « J'ai eu peur, j'ai été stupide et j'ai eu tellement tort. J'ai profondément honte de ce que j'ai fait. » Le procureur avait requis 1 mois de prison ferme et dans une lettre qu'elle avait adressée au juge quelques jours avant le 4 septembre, elle avait demandé sa clémence et elle lui expliquait avoir commis ce délit par crainte que les faibles résultats de sa fille en mathématiques ne compromettent son rêve d'intégrer l'université de son choix. Et donc on arrive au 15 octobre 2019, elle est donc condamnée à 14 jours de prison et elle se présente pour purger sa peine. Elle doit également effectuer 250 heures de travaux d'intérêt général et s'acquitter d'une amende de 30 000 $. Elle déclarait justement dans un communiqué après le prononcé de sa peine « Il n'y a ni excuse ni justification à mes actes. Point final. Je tiens à présenter à nouveau mes excuses à ma fille, à mon mari, à ma famille et à la communauté éducative pour mes agissements. Et je souhaite tout particulièrement m'excuser auprès des étudiants qui travaillent dur chaque jour pour entrer à l'université, ainsi qu'auprès de leurs parents qui consentent d'immenses sacrifices pour soutenir leurs enfants. » Oui. Surtout à eux qu'il faut penser. Lori Loughlin, de son côté, elle risquait une plus lourde peine de prison que sa consoeur Felicity, selon le procureur fédéral du Massachusetts Andrew Lelling, en charge du dossier, qui a lui-même annoncé à la télévision américaine qu'il souhaitait faire preuve de plus de sévérité envers elle. Et puis en plus, c'était pas fini. Elle et son mari ont écopé plus tard, le 22 octobre 2019, donc toujours la même année, mais un peu plus tard dans l'année, d'un nouveau chef d'accusation, celui d'association de malfaiteurs pour corruption de programmes fédéraux. Un chef qui s'ajoutait à ceux de blanchiment et d'association de malfaiteurs en vue de transférer frauduleusement des fonds. Donc ça a augmenté la peine. Déjà, théoriquement, Lori était passible de 40 ans de prison et avec ce nouveau chef, elle s'exposait à 5 ans supplémentaires. Je trouve quand même cette peine assez délirante, 40 à 45 ans pour des fraudes. Ok, c'est pas cool quoi, mais il y en a qui prennent 20 à 25 ans pour un meurtre. Là, je trouve ça un peu... Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais en gros, tu prends plus de tôle pour une fraude que pour avoir tué quelqu'un. On comprendrait jamais la logique du monde des fois. Bref, poursuivons. On arrive au 22 mai 2020. Quelques mois plus tard, c'est la fin d'un long chapitre parce que Lori arrêtait pas de dire « mais non, je suis pas coupable, je n'ai rien fait, etc. » Bon, là, après avoir longtemps maintenu son innocence, elle avoue oui. Elle décide de conclure un accord avec la justice et de plaider coupable pour leur implication dans l'affaire des pots de vin. 1 an après la mise en examen quand même. Bon, comme je vous disais, elle a longtemps nié les faits et elle disait même qu'elle était victime d'un complot par le FBI. Bon, ça n'a pas marché. Le couple a finalement reconnu sa responsabilité et grâce à cet accord, ils ont obtenu une peine bien plus clémente que celle qu'ils risquaient en cas de procès. Donc en continuant à plaider non coupable, ils encouraient jusqu'à 40 ans de prison, comme je vous disais. Et là, finalement, Lori est condamnée à 2 mois de prison. Comment on peut passer de 40 ans à 2 mois? Juste parce que t'admets que t'es coupable. 40 ans, 2 mois.
La logique des peines dans cette affaire, elle m'a halluciné, quoi. Bref. Donc finalement, elle est condamnée à 2 mois, son mari à 5 mois de prison et ils devaient également s'acquitter d'une amende totale de 400 000 $ tous les deux et effectuer chacun 250 heures de travaux d'intérêt général. Après l'annonce de cet accord, l'état d'esprit de leurs filles Bella et Olivia a été évoqué par des proches. Apparemment, elles n'étaient pas très bien. Elles auraient été très affectées par la décision de leurs parents de plaider coupable. Une source a déclaré: elles ont été dévastées lorsque Lori et Mossimo leur ont annoncé leur décision. Les filles ont passé beaucoup de temps avec leurs parents récemment, ce qui les a beaucoup rapprochées. Elles ont traversé énormément d'épreuves et sont soulagées que cette affaire touche enfin à sa fin, même si elles craignent que leur mère aille en prison. Et le 30 octobre 2020, Lori se présente au centre pénitentiaire fédéral FCI Dublin en Californie près de San Francisco afin de commencer à purger sa peine de 2 mois. C'était la même prison que celle où avait été Felicity Huffman. Pendant son incarcération, Lori aurait été particulièrement inquiète, pas seulement à cause du fait d'être en prison, mais aussi parce que 2020, on est pendant quoi là? Pendant le Coco-19. Donc là, elle panique. Une consultante juridique travaillant auprès de détenus avait confié qu'elle était très anxieuse face au risque d'être contaminée. Et effectivement, selon les données du Bureau fédéral des prisons, plusieurs cas de Coco avaient effectivement été recensés dans l'établissement à cette période. Et bon, de toute façon, on va pas y rester très longtemps. Avant qu'elle sorte, le 9 décembre 2020, on a justement sa fille Olivia Jade Giannulli qui prend la parole publiquement pour la première fois dans l'émission Red Table Talk de notre célèbre Jada Pinkett Smith. Et elle reconnaît la gravité des faits, déclarant que ce qu'il s'était passé était mal et qu'il s'agissait d'une grosse erreur. Elle a affirmé ne pas avoir été consciente des agissements illégaux de ses parents au moment des faits. Elle dit: c'est gênant de dire que je ne savais pas. Elle a également expliqué avoir ressenti une immense honte lorsque l'affaire a éclaté. Elle a raconté s'être isolée pendant plusieurs mois et avoir cessé toute apparition publique. C'était également aussi une influenceuse. Elle n'est jamais retournée étudier à l'Université de Californie du Sud, estimant qu'elle n'aurait jamais dû être admise dans ces conditions. Elle dit: je ne cherche pas à me présenter comme une victime, je ne veux pas de pitié et je n'en mérite pas. Je veux simplement avoir une seconde chance pour reconnaître mes erreurs. Elle est également revenue sur une ancienne vidéo YouTube publiée avant son entrée à l'université, dans laquelle elle expliquait que les études ne représentaient pas une priorité pour elle. Avec le recul, Olivia a reconnu que ses propos reflétaient son privilège et qu'elle avait honte de les avoir tenus publiquement. Bon, Lori Loughlin sort le même mois, fin décembre 2020, après avoir purgé sa peine. Après plusieurs mois de silence, elle a progressivement tenté de reconstruire son image publique. Elle a expliqué vouloir aller de l'avant et retrouver une vie normale après cette période difficile. Durant son éloignement d'Hollywood, elle s'est notamment tournée vers le golf, une activité qui lui permettait, selon elle, de prendre du recul et de passer du temps avec ses proches. Et côté carrière, Lori a progressivement retrouvé le chemin des plateaux. Elle a repris son rôle dans l'univers de la série When Calls the Heart avec le téléfilm When Hope Calls et a participé à plusieurs projets audiovisuels. Elle est également apparue dans la série Curb Your Enthusiasm où elle interprétait une version caricaturale d'elle-même confrontée aux conséquences du scandale. Ses filles ont également repris leurs activités publiques après plusieurs années de discrétion. Ses filles ont également repris leurs activités publiques après plusieurs années de discrétion. Olivia a relancé sa chaîne YouTube, suivie par plus d'1 million d'abonnés, et a même participé à l'émission de Danse avec les stars en 2021. Et de son côté, Felicity Huffman a également tenté de reconstruire sa carrière après le scandale. Elle a obtenu un rôle récurrent dans la série The Good Doctor, mais son retour à l'écran aurait provoqué des tensions selon les rumeurs, avec son mari, l'acteur William Macy. D'après des rumeurs, ce sont des rumeurs. Il l'a beaucoup soutenu pendant le scandale médiatique, mais après s'est tellement jeté dans le travail pour redorer son blason et pour aller de l'avant que du coup son couple il est un peu passé au second plan. Voilà, c'est les rumeurs. Donc elle est restée discrète pendant plusieurs années et elle a finalement accepté de revenir sur son implication dans le scandale. Elle a expliqué avoir fait confiance à William Rixinger qu'elle considérait comme un conseiller en orientation universitaire réputé. Selon elle, il l'aurait progressivement convaincue que sa fille Sophia n'aurait aucune chance d'intégrer l'université souhaitée sans avoir recours à ce système frauduleux. Elle dit: j'avais l'impression que c'était la seule option pour offrir un avenir à ma
ma fille. Elle reconnaît avoir eu tort et a déclaré que cette décision représentait pour elle une honte éternelle. Avant son procès, elle avait également expliqué que sa fille aînée souffrait d'un trouble de l'apprentissage et qu'elle s'était beaucoup appuyée sur les conseils de professionnels qui l'accompagnaient. Mais elle a toutefois reconnu qu'elle aurait pu refuser de participer à cette fraude et qu'elle restait entièrement responsable de ses choix. Donc l'affaire Varsity Blues ne se résume finalement pas à quelques parents fortunés ayant voulu offrir un avantage à leurs enfants. Cette affaire a surtout révélé les dérives d'un système où l'argent, les relations et le statut social peuvent parfois ouvrir des portes qui restent fermées à ceux qui n'ont pas les mêmes ressources. Pendant des années, William Rixinger a exploité les inquiétudes de familles prêtes à tout pour garantir l'avenir de leurs rejetons, mais cette fraude n'aurait jamais pu fonctionner sans la participation de plusieurs acteurs du système universitaire, des entraîneurs ou responsables qui ont accepté de fermer les yeux sur des dossiers falsifiés. Au-delà des condamnations, cette affaire a provoqué une véritable remise en question de la manière dont les grandes universités américaines sélectionnent leurs étudiants. Elle a également relancé un débat plus large sur la méritocratie. Dans un pays où les meilleures universités peuvent ouvrir les portes des carrières les plus prestigieuses, jusqu'où certains sont-ils prêts à aller pour offrir une longueur d'avance à leurs enfants? Lori Loughlin, Felicity Huffman et les autres parents impliqués ont payé le prix de leur choix avec des peines de prison, des amendes et une réputation durablement marquée. Mais l'affaire a aussi rappelé une chose essentielle. Même lorsqu'on dispose d'argent, de célébrité ou d'influence, certaines règles ne peuvent pas être achetées. Le scandale Varsity Blues n'était pas seulement une affaire de triche aux examens ou de faux dossiers sportifs, c'était l'histoire d'un système où certains ont cru que tout pouvait avoir un prix et se sont foutus le doigt dans l'œil. Voilà les amis, donc pour cette affaire, est-ce que vous avez entendu parler de ce scandale? Moi je vous avoue que ça fait un bail que j'en ai entendu parler. J'avais vu ça passer autour de Lori Loughlin. Par contre je savais pas du tout que Felicity Huffman avait été éclaboussée par ça. On n'en a pas beaucoup parlé en France, on en a plus parlé aux États-Unis. Voilà, je m'étais dit qu'un jour je vous en parlerai, puis j'avais oublié. Et quand l'autre fois je vous ai parlé de Jacob Elordi et de Kendall Jenner, je vous avais donc évoqué le passé amoureux de Jacob et donc il était sorti avec l'une des filles de Lori. C'est là donc que je me suis rappelé du scandale. Je fais ah oui c'est vrai, cette histoire-là et tout, fallait que j'en parle. Donc voilà, des parents fortunés qui payent pour faire rentrer leurs enfants à l'université. Est-ce que ça nous étonne? Bien sûr que non. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je vous dis c'est les peines qui m'ont tué de rire dans cette histoire parce que waouh, on passe d'une menace de 40 ans de prison. Non, c'est bon, j'avoue. Bon, bah 2 mois. Bref, j'ai pas compris le décalage, comme je vous dis. Je comprends la volonté des parents d'offrir un avenir garanti à leurs enfants, mais moi, je suis à la méritocratie. J'aime pas la malhonnêteté, c'est plus fort que moi. Donc, j'aurais, je pense, jamais fait ça à mon gosse, même si j'avais les moyens. Qu'en pensez-vous? Je vous laisse là. Je remercie encore CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo et de me soutenir à chaque fois dans mon travail. N'oubliez pas qu'avec le lien que je vous mets en barre d'infos, mais également en commentaire épinglé, vous pouvez profiter de 83% de réduction et de 4 mois en plus offerts. N'hésitez pas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao.